Alors, les parlementaires font-ils le jeu de l'agriculture et des agriculteurs? Moi, justement, j'ai 4 parlementaires avec moi. J'ai le plaisir d'accueillir Virginie Rosière. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée européenne, vous venez de quelle région? Le Sud-Ouest. Où précisément? Montpellier, l'Hérault. Bon, très bien. Ensuite, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Blenven. Bonjour. Bonjour. Vous venez de Bretagne? Je suis député du Finistère, Finistère Nord. D'accord. À ma gauche, Daniel Grémillet, vous venez des Vosges et vous êtes sénateur. Bonjour, oui, sénateur et producteur de lait dans les Vosges. Exactement. Et puis un ancien producteur de lait, je crois que vous avez été agriculteur durant quelques années. Philippe Leray, vous êtes député du Morbihan. Oui, député du Morbihan, Morbihan Sud. Bon. Vous voyez, moi je vous pose une question. Vous rencontrez les agriculteurs sur les marchés le week-end, la semaine, quand vous n'êtes pas à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris. Aujourd'hui, ils doivent quand même être, décontenancés par le fait que quand ils vous rencontrent, ils vous donnent des explications sur leur mal-être, leurs problèmes économiques. Et puis par ailleurs, ils voient qu'au niveau national, les lois que vous votez ou les directives qui sont prises, par exemple, ne correspondent pas du tout pour eux à des solutions. Le monde agricole est en crise. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une analyse de cette crise? Virginie Rosière. C'est une vaste question, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on considère l'agriculture? Est-ce qu'on considère que c'est une activité économique comme une autre, totalement soumise aux règles du marché? C'était l'idée qui avait été retenue à la fin des années 2000, en 2008-2009, quand on a choisi de supprimer les quotas en se disant les cours sont hauts, après tout, libérons la production. Et tout le monde était d'accord, les organisations professionnelles, le gouvernement de l'époque, la majorité politique de l'époque et la majorité européenne. Aujourd'hui, on a un retournement de conjoncture et on en appelle à l'État pour intervenir. Pour autant, moi je pense que l'agriculture n'est pas une activité économique comme une autre, qu'elle joue un rôle très important pour nos territoires et que du coup, elle doit faire l'objet d'une régulation. Qui réagit? Oui, si on reprend le traité de Rome, si on reprend l'histoire de l'Europe, qui est merveilleuse, et si on reprend le traité de Rome, de l'Europe à 6, tout était écrit et bien écrit. C'est la première fois que depuis que l'Europe existe, que les paysans sont seuls face au marché. C'est la première fois. Il y a toujours eu des engagements de l'Union européenne à réguler, à accompagner, à sécuriser, à apporter un minimum de revenus, des garanties de revenus au niveau de l'agriculture. C'est la première fois que l'Europe a complètement abandonné l'agriculture, ses agricultures, seules face au marché. Donc je dis ça parce que pour l'Europe et pour nous paysans, pour la France, l'Europe c'est une chance. Donc je suis profondément européen. Mais on a besoin effectivement dans cet espace européen d'avoir des règles communes qui nous permettent effectivement dans cet espace de ne pas être en situation de distorsion. Et surtout, quand je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec la Russie, les agriculteurs sont seuls à avoir payé les pots cassés d'une décision politique sur l'embargo russe. Personne n'est venu les accompagner. C'est les agriculteurs qui payent complètement, que ce soit dans la production porcine, que ce soit dans la production laitière, et c'est aussi les emplois à travers les entreprises. Donc on voit bien là quelque chose, il y a une faille terrible. Virginie. Oui, c'est facile de taper sur l'Europe. C'est vrai que ce sont des décisions qui ont été prises, mais elles ont été prises à la fin des années 2000, en 2008 sous la présidence française et en 2009 par le gouvernement de l'époque. Ça a été un choix de supprimer effectivement la régulation des marchés et de considérer qu'on devait se soumettre totalement au marché. Ça n'est pas imposition, ça n'est pas la vision que je défends et à mon avis l'Union européenne ne devrait pas prendre cette voie. Maintenant, c'est un choix qui a été fait, y compris avec une demande des professionnels qui à l'époque trouvaient des débouchés supplémentaires. Mais je pense que effectivement l'agriculture n'est pas une activité économique comme une autre, elle a une importance stratégique, elle a une importance pour nos territoires et c'est pour ça qu'elle doit être régulée. Maintenant, il est beaucoup plus difficile de refaire quelque chose qui a été défait que de le maintenir et de le renforcer. C'est un défi. Vous savez que le gouvernement se bat pour convaincre les institutions européennes de remettre de la régulation, de soutenir l'agriculture. C'est un choix stratégique que nous devons emprunter. La Chine, aujourd'hui, les États-Unis soutiennent massivement l'agriculture et nous devons le faire aussi au niveau européen. Là-dessus, je pense que nous sommes d'accord. Jean-Luc Blenven. Oui, je crois qu'on a une crise multiple. Alors, on a évidemment d'abord une crise des prix, ça c'est la réalité, mais on a aussi une crise d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus l'avenir. À mon avis, c'est ce qui génère l'anxiété principale. C'est-à-dire qu'au fond,
la crise des prix, on a su la surmonter, sauf qu'aujourd'hui, la crise des prix, elle se dégage pas, quoi. Et finalement, la violence qui a été manifestée au travers des différentes manifestations, c'est aussi la traduction de cette anxiété. Et moi, je comprends les agriculteurs, et en même temps, je ne peux pas accepter tout ce qui a pu être fait par ailleurs, mais aujourd'hui, surtout cette crise, c'est un révélateur, et c'est ça, au fond, qui est intéressant, et je crois que, on l'a dit, le gouvernement est à l'œuvre, et je crois qu'aujourd'hui, on a cette manifestation de la crise. Derrière, il va falloir travailler. Et je crois que je rejoins ce qui a été dit sur tout ce qu'on doit faire. Je pense qu'il va falloir surtout se mettre à travailler collectivement pour dégager l'avenir. Et ça, c'est un vrai défi, parce qu'au fond, la difficulté est de mettre tous les acteurs autour de la table à discuter, quoi. Alors, Philippe Leray. Oui, merci. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues d'en face, pour la simple raison où vous parlez déjà de crise. Alors, l'agriculture, d'abord, est très diverse. Il y a des secteurs agricoles qui marchent très bien. On a de la Formule 1 qui marche très, très bien. Et ce qui se passe aujourd'hui, finalement, on parle de crise, mais moi je donnerais avec un petit peu plus de recul, la ferme France, depuis 15 ans, est presque en déclin. C'est-à-dire que si on se compare aux autres pays européens, on a un taux de croissance autour de zéro, alors que l'Allemagne, alors que le Royaume-Uni, tous ces pays avancent. Il faut se poser la question pourquoi. Alors si on sort tous ces produits qui représentent grosso modo 20% de la production française, liés à nos AOC, liés à toute la valeur ajoutée qui a pu être donnée sur des produits, je veux dire, de grande qualité, renommée internationale parfois. On prend l'agriculture de masse, on est en difficulté. Alors on est en difficulté, certes les outils de régulation ont été supprimés, mais si on prend la volaille et le porc, il n'y a jamais eu d'outils de régulation à part quelques interventions pendant un certain nombre d'années. Et si on prend la production laitière, ce qui arrive aujourd'hui était quand même prévisible. Puisque à l'époque on était un certain nombre de parlementaires, et vous êtes peut-être mieux placés que nous parce que vous êtes à la Commission européenne, des parlementaires français qui avaient rencontré des parlementaires de différents pays, notamment les Allemands et les Espagnols, qui nous expliquaient qu'eux avaient pour objectif de produire davantage et plus. Donc on savait, et ça c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire au gouvernement actuel, on l'avait dit à M. Le Foll à l'époque, attention, nos voisins ont pour objectif de produire nettement plus, alors qu'en France on est plutôt sur une contractualisation certes qui n'est pas aboutie, mais on savait finalement que ça allait nous arriver, et puis on ne s'est pas préparé. Et je crois que la discussion aurait dû avoir lieu beaucoup plus en amont avec nos partenaires européens, qui sont aussi nos concurrents. Mais c'est aussi une question de modèle, parce que vous parlez de capacité de production, mais aujourd'hui on voit bien qu'on a supprimé les quotas laitiers en tablant sur des marchés qui devaient absorber le surcroît de production. Aujourd'hui on a un retournement de conjoncture, la Chine qui devait être un immense débouché produit de son côté, et puis s'il s'agit d'aligner la capacité de production des exploitations, en Chine on ne parle pas de ferme à 1000 ou à 2000 vaches, mais de ferme à 10 000 ou 100 000 vaches. Donc en termes de capacité de production et de modèle intensif, l'Union européenne ne pourra jamais s'aligner. Ça n'est pas le modèle agricole français, quoi qu'on puisse en penser. Alors vous pouvez penser que ça doit être ce vers quoi on tend, mais moi je vois dans ma région par exemple, où on est sur une agriculture de montagne, on est sur une agriculture extrêmement morcelée, effectivement avec des petites unités, mais c'est ça qui participe aussi au maillage du territoire, et je ne pense pas que le changement de modèle soit quelque chose qui soit souhaitable. Donc ça appelle forcément une régulation. On est presque d'accord. Par contre, moi ce qui me gêne toujours, c'est de parler de ces fermes de 1000 vaches. Bon, c'est une situation en France qui sert plus aux médias, voire, j'allais dire, à la contradiction politique, mais c'est absolument pas, ce n'est absolument pas le modèle français. Le modèle français, il est d'abord de taille, je veux dire, beaucoup plus modeste, plus familial, plus tourné vers le progrès, mais pas forcément de grande taille. Et jusqu'à maintenant, l'Europe qui nous a protégés, finalement, n'a peut-être pas aussi fait ou aidé à faire évoluer ces élevages, peut-être en définissant un profil de type d'élevage plus, je veux dire, plus adapté à différents pays. On sait très bien qu'en Allemagne, il y a des fermes de plus grande taille. On n'est pas prêt psychologiquement en France à faire ce type d'élevage. Moi, je connais peu d'éleveurs qui ont envie de faire des fermes de 1000 vaches ou de taille gigantesque. Par contre, ces fermes-là représentent peu de la production. C'est pas ça l'agriculture française. Daniel Crémier, nous sommes en crise. Vous avez porté un projet de loi de compétitivité. Tout le monde aurait dû être d'accord, de droite, de gauche, et pourtant ça a été rejeté d'un revers de main à l'Assemblée. Pourquoi ? Et qui ? C'est purement une posture politique qui est dramatique pour le monde paysan et pour l'économie agricole de l'ensemble de nos territoires. Parce que je partage votre propos. En diversité économique, d'agriculture, d'entreprises agricoles sur nos territoires. Et ce projet de loi au niveau du Sénat, il avait pour but, pour ambition, de repositionner effectivement des décisions structurelles
On ne peut pas être uniquement sur des mesures conjoncturelles. Aujourd'hui, on sait qu'il faut avancer sur des mesures structurelles, que ce soit sur les prix. On est le seul pays on se referme sur nous-mêmes et tout doucement on dégringole. On était premier, on est passé deuxième, troisième, on est quatrième au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'exportation, de l'importance de l'agriculture et des emplois. C'est vraiment dommage. Et au niveau de cette PPL, quand on propose des indicateurs de comparer les prix à la fois en France, à la fois dans l'ensemble des zones agricoles de l'Europe, quand on propose l'étiquetage, de permettre de connaître l'ingrédient majeur qui est dans l'assiette, c'est demandé par les paysans, c'est demandé par les entreprises, c'est demandé par les consommateurs. Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'avancer. Et bon, en tant que sénateur, quand j'ai vu la manière dont la majorité de l'Assemblée a balayé effectivement sur uniquement une posture politique en pleine crise, quelque part, je vais te dire, c'est presque irresponsable. Et c'est surtout ne pas mettre la situation, ne pas prendre en considération la situation de l'agriculture française. Alors que nous étions d'accord sur l'essentiel. Ouais. Nous étions d'accord sur l'étiquetage, nous étions d'accord sur la compétitivité, nous étions d'accord sur... Mais c'était une loi qui venait du Sénat, donc de droite, c'est ça? C'était une loi qui venait du Sénat, mais avec une grande majorité, puisqu'on n'a eu que 19 contre. Même le Parti Socialiste s'est abstenu. Non, mais alors, c'est quelque chose qu'il faut qu'on soit d'accord, c'est de sortir des postures. Parce que là, vous êtes aussi dans la posture. Cette loi, vous le saviez, était inapplicable parce que de toute façon, elle n'avait pas été travaillée. Il y avait des sujets qui méritaient vraiment d'être discutés. Par exemple, la question du financement des mesures, elle n'a jamais été travaillée. Donc, c'est très facile de sortir des lois et de se mettre dans des situations. Nous, on va trouver une solution. Il n'y avait pas de réelle solution et vous le saviez. Donc, moi, ce que je voudrais dire, par contre, là, je ne peux pas être d'accord avec vous. C'est qu'on doit, au fond... Il y a 50% de ce qui est dans la loi qui est applicable. 50%. Sinon, on n'arrivera pas à faire le vrai débat qui est, au fond, la question de l'orientation de l'agriculture. Parce que on peut, autour de la table, devant la télévision, faire un certain nombre de déclarations, mais dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est de se mettre d'accord. Et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. On parlait de la traçabilité, par exemple. Ça, c'est un sujet facile sur lequel on peut tomber d'accord. Oui, donc, parlons plutôt des sujets qui nous permettent d'avancer. Mais on pourrait faire l'union sacrée, là. Il y a une urgence. On s'en fiche qu'elle soit de droite ou de gauche. Il faut une loi. Elle va repartir au Sénat. Vous allez pouvoir travailler ensemble, quand même, de droite comme de gauche. Elle va revenir à l'Assemblée. À votre avis, est-ce qu'elle va être votée? Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Oui. La traçabilité, l'étiquetage. On est d'accord sur la répartition de la marge. On ne peut pas laisser, toute une économie, un socle de l'économie. C'est-à-dire les paysans, aujourd'hui, ne pas bénéficier de la marge de la création de richesse que développe l'agriculture. C'est le sujet. En plus, on est d'accord sur l'essentiel. Alors, je voudrais quand revenir, si c'était une posture politique, parce qu'on proposait de reprendre le travail des sénateurs, on a proposé de la discussion, on était même ouvert pour revenir et accepter des amendements du gouvernement pour dire, voilà, on va essayer de travailler collectivement. Parce que la méthode qui a été utilisée, c'était une motion de rejet. C'est un député socialiste qui a rejeté, qui a proposé ce rejet à l'Assemblée nationale. En plus, c'est un député qui siège dans la métropole lyonnaise. Mais qui? J'ai oublié son nom d'ailleurs, il est quasi inconnu. Non, je voudrais vous dire très sérieusement, sur des sujets aussi stratégiques pour la France, et je parle devant une parlementaire européenne, parce qu'effectivement, il y a des pays qui savent se retrouver pour effectivement avoir une stratégie au sein de l'Union européenne pour leur propre pays. On n'a pas été capable de le faire. Et sur un certain nombre de points, en tant que rapporteur, je me suis donné la peine d'auditionner le ministre de l'Agriculture. C'est son directeur de cabinet qui est venu. Il y a eu un travail. On aurait fait ça dans le Sénat, dans son petit coin, sans s'enrichir de l'avis des uns et des autres. J'ai auditionné 26 organisations professionnelles. Tout le monde, quelle que soit leur sensibilité, toutes les entreprises, les ministères, les deux ministères concernés. Et puis, autre point important, je prends l'exemple sur le dossier du secteur laitier qui souffre terriblement à l'heure actuelle. Quand je vois que la France, alors que les quotas, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'ils allaient être supprimés, on n'a pas eu l'audace d'anticiper et de dire en France, il n'y aura pas de cessibilité des contrats laitiers. On ne va pas demander aux paysans, aux producteurs de lait, de dépenser de l'argent, alors que les autres pays de l'Union européenne, ils ne vont pas le dépenser. De droite comme de gauche. Mais bien sûr. La droite n'a pas fait très fort non plus. Hein. Oui, c'est sous la droite que les quotas laitiers ont été supprimés avec la du gouvernement français. Je reviens sur l'aspect pratique. Moi, c'est le côté paysan qui parle. Hein. Sur le terrain, sur l'aspect... Parlons plutôt là-dessus, effectivement. Oui, sur l'aspect vraiment pratique et politique, il y avait effectivement moyen de se retrouver. Et d'après mes informations,
quel que soit, qu'elle sera revotée à nouveau le 23 mars au Sénat. J'espère que les députés auront le courage de l'amender, de l'enrichir et qu'on pourra effectivement déboucher. Mais je crois savoir que le ministre de l'Agriculture aujourd'hui va reprendre au moins 50% des propositions qui sont dans cette proposition de PPL. Donc contrairement à ce que vous avez dit, c'était pas sur une posture politique, c'était sur une posture stratégique à la fois pour les paysans et l'économie agricole de la France. Mais vous connaissez comme moi le fonctionnement parlementaire. De toute façon, le ministre n'a pas attendu cette loi, et donc cette loi est arrivée parce que vous aviez besoin de répondre, ce que je peux comprendre politiquement. Mais de toute façon, les vastes sujets qui sont posés au travers de cette loi sont traités avant que cette loi n'arrive par le ministre de l'Agriculture, donc on n'a pas attendu. La preuve, c'est qu'il n'y avait rien. Non, franchement, je crois que cette loi, bon, d'accord, vous aviez sans doute envie de vous faire valoir au travers de cette loi, mais la question agricole, à mon avis, est trop sérieuse pour qu'on perde du temps avec ça. Et c'est ça que je veux répondre. Très bien. Alors pourquoi le ministre il y a des choses très sérieuses qui ont été évoquées, mais sur lesquelles il n'était pas possible de répondre, parce que ce qu'oublie la droite après 10 années au gouvernement, c'est qu'on a une crise budgétaire aussi et qu'on ne règle pas les problèmes en disant, en claquant des doigts, on va faire payer par la CSG et par la TVA. On ne peut pas dire ça. Et tout simplement, je crois que le travail sérieux, il se fait, il ne se fera pas dans l'immédiat, tout de suite. C'est pas une réponse immédiate qu'on est capable de donner, c'est une question d'avenir, et donc c'est un travail qui va se faire sur le long terme. Et là, on attend effectivement des propositions et une association du groupe majoritaire du Sénat et du groupe minoritaire de l'Assemblée. Je crois que c'est comme ça qu'on doit travailler. Alors, nous sommes déjà arrivés au terme de ce débat. Virginie Rosière, je vais vous laisser le dernier mot. On voit François Hollande qui visite le salon presque de nuit. Manuel Valls qui arrive le matin, qui visite quand même le salon, c'est compliqué. Beaucoup de forces de police d'ailleurs, de l'argent qui est mis dans la protection qui est énorme. Comment vous percevez, vous, à l'échelon européen, le fait que le ministre de l'Agriculture dit « nous, on peut rien, c'est l'Europe ». Il y a un travail à faire au niveau de l'Union européenne, mais il est engagé. Effectivement, on a une majorité libérale de droite au niveau européen qui voit d'un très mauvais œil le soutien à l'agriculture et la régulation du marché agricole. Je pense que c'est une erreur. Je l'ai dit, une erreur stratégique et aussi une erreur de conception de la manière de notre culture européenne. Et puis, je disais une erreur stratégique parce qu'encore une fois, les États-Unis, la Chine soutiennent massivement leur agriculture. C'est une question d'autosuffisance alimentaire, une question de souveraineté. Donc là, l'Union européenne doit intervenir. La France porte une voix ferme en la matière. Aujourd'hui, c'est un vrai travail de conviction. C'est un travail de conviction. On n'entend pas suffisamment la France. Je peux vous dire qu'on se fait entendre, que ce soit au Parlement européen ou parmi les États membres. Si, Stéphane Le Foll est très actif sur le sujet. Simplement, aujourd'hui, nous avons une majorité de droite, libérale, et donc c'est un combat extrêmement difficile, mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer à le mener. Au contraire, il en va de la survie de nos agriculteurs. Et Phil Hogan, le commissaire à l'agriculture, il est franchement libéral, totalement libéral. Oui, mais il représente la majorité politique, mais simplement, après, c'est un rapport de force, c'est un combat politique. Ce combat politique, il doit être mené, encore une fois, c'est ça qu'attendent les agriculteurs, et nous serons là pour y répondre, que ce soit entre les États ou au Parlement européen. Bruno Le Maire était très présent auprès des autres pays européens, ce que n'est pas Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll est quasiment absent sur la scène européenne. Alors on va commencer sur le débat. C'est la grande difficulté d'ailleurs aujourd'hui. Merci beaucoup, madame, messieurs, merci d'être ici. Merci à vous, et puis on se retrouve demain.